module 4 intitulé La mécanique. La première leçon de ce module s'appelle Les lois de Newton. On va commencer par le premier paragraphe qui est intitulé Notion de cinématique d'un point matériel. Ça veut dire on va parler du mouvement d'un point matériel sans se préoccuper des causes qui ont provoqué ces mouvements. C'est-à-dire, on va parler du mouvement sans parler de force. Premièrement, la notion de mouvement et du repos, elle est relative. La notion de mouvement dépend toujours du référentiel par rapport auquel on l'étudie. C'est-à-dire, si je veux étudier le mouvement d'un point matériel, je dois choisir avant tout un référentiel, c'est-à-dire un objet auquel je me réfère pour dire si ce point est en mouvement ou bien au repos. Donc, dire qu'un corps est en mouvement ou bien au repos sans préciser le référentiel est erroné en physique, ça n'a pas de sens. Définissons d'abord qu'est-ce que c'est qu'un référentiel et qu'est-ce que c'est qu'un repère. D'abord, le référentiel, c'est un objet ou un ensemble d'objets indéformables, tel qu'un solide. Cet objet ou bien cet ensemble d'objets indéformables par rapport auquel on repère une position s'appelle référentiel. Dans le cas commun, on utilise la Terre sans le dire comme référentiel, car tous les mouvements qui sont décrits par rapport à la Terre. La voiture est en mouvement, c'est par rapport à la Terre. La voiture est immobile, c'est toujours par rapport à la Terre. Et la Terre est un objet qui est indéformable. À chaque référentiel, on peut associer deux choses. On associe au départ au référentiel un repère. Donc, le référentiel, c'est plus général que le repère. C'est-à-dire, à chaque objet indéformable, je peux associer un repère dit repère d'espace. Ce repère d'espace, il est orthonormé, constitué d'une origine et de trois axes. L'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Le I, J et K s'appellent la base du repère. Ce sont des vecteurs unitaires constants. Ça veut dire un vecteur dont l'intensité égale à 1 et qui ne change pas de direction ni de sens. Et puisqu'il y a plusieurs mouvements à étudier, on ne choisit pas toujours le même repère. C'est-à-dire, le choix du repère dépend de la situation étudiée. C'est-à-dire, chaque fois, on va choisir le repère le mieux adapté au problème posé. En plus du repère d'espace qu'on associe au référentiel, ce repère d'espace va me repérer le point dans l'espace. Il va me donner les coordonnées de ce point. On lui associe aussi un repère temps, c'est-à-dire une horloge, qui va me dire à quel instant il se trouve dans telle et telle position. Et généralement, on choisit l'origine des temps, le début du mouvement. C'est souvent, ce n'est pas une règle, mais souvent le début du mouvement est pris comme origine des temps. Donc, le schéma suivant résume le référentiel et le repère espace et le repère temps. Le référentiel, c'est cet objet solide auquel j'associe le repère espace au X, Y, Z et une horloge qui est le repère temps. On enchaîne sur comment trouver la position d'un point M dans un repère. Un mobile M qui bouge dans un repère, on va déterminer sa position. C'est ce qu'on appelle le vecteur position. Chaque fois que je veux connaître l'endroit où se trouve le point mobile, je détermine ce qu'on appelle le vecteur position. Dans le repère orthonormé OIJK, lié au référentiel d'étude, la position d'un mobile ponctuel à l'instant t est donnée par le vecteur position. Ça veut dire le vecteur qui me donne la position du point M dans le repère choisi s'appelle vecteur position. Lorsque j'écris ce repère de cette façon, ça veut dire qu'il peut avoir trois coordonnées X,
Y et Z. Mais pour cette année, pour la terminale sciences maths ou bien sciences expérimentales option PC, on n'aura que des mouvements qui ont soit une seule coordonnée, c'est ce qu'on appelle un mouvement rectiligne, ou bien deux coordonnées, c'est ce qu'on appelle le mouvement plan. On n'aura pas de mobile qui a trois coordonnées variables. Donc c'est pour ça que je vais me contenter seulement d'un repère qui possède deux axes, puisque c'est le cas qu'on aura cette année. Prenons par exemple un repère où x, y, menu de la base i, j. Donc ça c'est le repère d'espace. Ce repère il est lié à un référentiel. Par exemple, lié à la Terre, lié à la Lune, lié au Soleil. Si je prends la Terre, la Lune ou le Soleil comme référentiel. Je prends un point mobile dans ce plan, c'est-à-dire un point qui bouge ici, dans ce plan. Du point O, origine de repère, jusqu'au point mobile, c'est ce qu'on appelle le vecteur position OM. Ce vecteur OM peut être écrit en fonction de X et de Y, c'est-à-dire en fonction des coordonnées X, Y de M. La coordonnée x du point M, c'est la projection sur l'axe des x. La coordonnée de M sur Y, c'est la projection sur l'axe des Y. Donc je peux écrire que OM, ce vecteur, égale à ce vecteur plus celui-là. C'est-à-dire égal à x fois i, plus celui-là, c'est y fois j. C'est ce qu'on appelle le vecteur position, OM égale xi plus yj. N'oublions pas que le vecteur i et le vecteur j sont des vecteurs constants, c'est-à-dire ils ne changent ni de sens, ni de direction, ni d'intensité. Si m est immobile, les coordonnées x et y vont être constants, c'est-à-dire ils ne changent pas de valeur au cours du temps. Mais si m est en mouvement, la valeur de x et de y change au cours du temps. Ces valeurs x qui vont dépendre de t et la valeur y qui va dépendre de t, ça s'appelle les équations horaires. Donc l'équation horaire n'est que la coordonnée qui varie en fonction du temps. Si j'ai un mouvement rectiligne, j'ai une seule équation, soit x, soit y. Si j'ai un mouvement plan, j'ai deux équations à la fois. Le mobile se trouve à une certaine distance de l'origine, OM, qui est calculée de cette façon. OM au carré égale x au carré plus y au carré. C'est le théorème de Pythagore. Donc la valeur de OM, l'hypoténuse, c'est cette partie au carré x plus celle-là y au carré. L'unité de cette distance, bien entendu, c'est le mètre. Après avoir déterminé la position du point N dans l'espace, on veut déterminer sa vitesse. C'est ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse instantanée d'un mobile, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Je prends le vecteur position, je le dérive, j'obtiens le vecteur vitesse. Mathématiquement, v vecteur égale la dérivée de OM sur dt. Et comme OM égale à xi plus yj, je vais dériver x par rapport au temps fois i, plus la dérivée de y par rapport au temps fois j. Je ne dérive pas i, je ne dérive pas j parce que ce sont des vecteurs constants. Cette expression dx sur dt et dy sur dt, on les note parfois vx pour dx sur dt et vy pour dy sur dt. Ce sont les coordonnées du vecteur vitesse. Si dans un exercice on nous demande de déterminer les coordonnées du vecteur vitesse, c'est calculer vx et vy. Et calculer vx et vy, c'est calculer la dérivée de x et la dérivée de y. On vous donne bien entendu l'expression de x en fonction du temps et l'expression de y en fonction du temps. À savoir aussi les caractéristiques du vecteur vitesse. Ça veut dire il faut connaître comment tracer le vecteur vitesse sur une trajectoire. Si on veut le vecteur vitesse dans une position m bien déterminée, on doit déterminer l'origine qui est le point M, la direction qui est la tangente à la trajectoire en M, le sens du vecteur c'est le sens du mouvement, la valeur de la vitesse c'est ses coordonnées au carré, la somme de ses coordonnées au carré, Vx au carré plus Vy au carré, l'unité bien entendu de la vitesse c'est mètres par seconde.
Sur ce schéma, on voit un exemple. Si on a tracé le vecteur vitesse à la position M2. Donc, le début de ce vecteur, c'est M2, c'est le point M. La direction de ce vecteur, c'est la tangente à cette trajectoire, c'est-à-dire une droite qui touche la courbe, qui est la trajectoire, en un point M. Le sens, c'est le sens du mouvement, en supposant que le mobile part de M1 vers M2 et vers M3. Ceci s'appelle les coordonnées du vecteur vitesse dans la base cartésienne, c'est-à-dire le repère cartésien, ou X ou Y. Il y a une autre base, c'est ce qu'on appelle la base de Freinet. Cette base de Freinet, elle est utile lorsque le mouvement n'est pas rectiligne, il est curviligne, par exemple circulaire. Donc en présence d'un mouvement curviligne et surtout d'un mouvement circulaire, il est commode, c'est-à-dire il est utile de travailler avec ce qu'on appelle la base de Freinet. La base de Freinet, comme la base cartésienne, elle est constituée de deux vecteurs. Le premier vecteur, ça s'appelle le vecteur unitaire U. C'est un vecteur tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement. Si on a une trajectoire, je prends la tangente et j'oriente cette tangente dans le sens du mouvement. Ceci s'appelle le vecteur tangentiel. Et je prends la longueur de ce vecteur 1, puisque c'est un vecteur unitaire. Le deuxième vecteur, c'est un vecteur perpendiculaire à U, et il s'appelle N, et il est nommé vecteur normal. C'est un vecteur perpendiculaire à U, et dirigé vers le centre de la courbure de la courbe qui représente la trajectoire. Si on a un cercle, N est toujours dirigé vers le centre de la trajectoire. Prenons le schéma suivant qui va illustrer ces deux vecteurs. La trajectoire en bleu. Au point M, je prends un vecteur tangent à la trajectoire, c'est U. Et un autre vecteur perpendiculaire à U, c'est N. Il est dirigé vers le centre de cette trajectoire. Si le point M arrive ici, je vais tracer une nouvelle tangente, c'est U. Et cette fois-ci, le vecteur normal sera dirigé vers le haut, vers le centre de cette trajectoire. Donc la base de Freinet, c'est une base locale. Il suit le point matériel dans son mouvement. Dans cette base, le vecteur vitesse, elle est confondue avec U, puisque le vecteur vitesse, il est tangentiel à la courbe. Il va s'écrire dans cette base V vecteur égale la valeur de V fois le vecteur unitaire U. Donc on voit ici dans cette base que le vecteur ne possède qu'une seule composante ou bien une seule coordonnée, c'est V multiplié par le vecteur unitaire U. Une fois qu'on connaît la vitesse du mobile à partir de sa position, on se demande est-ce que cette vitesse est variable ou constante. La grandeur qui va me définir si la vitesse est variable ou constante s'appelle l'accélération ou bien le vecteur accélération. Le vecteur accélération instantanée, c'est la dérivée du vecteur vitesse ou bien la dérivée seconde du vecteur position. Donc si je dérive le vecteur vitesse, j'obtiens le vecteur accélération. Et puisque V, c'est la dérivée de OM, si je dérive OM une deuxième fois, ça s'appelle la dérivée seconde. Et ça se note comme ça. A égale dV sur dt égale la dérivée seconde d'OM sur dt carré. Tout à l'heure, V, c'était dx sur dt plus dy sur dt. Donc je dérive une deuxième fois, ça fera dérivée seconde de x sur dt carré, i, plus dérivée seconde de y sur dt carré, j. On ne dérive pas i et j car ce sont des vecteurs constants. Ces grandeurs, dérivée seconde de x sur dt carré et dérivée seconde de y sur dt carré, on les note souvent à x et à y. Et ça s'appelle les coordonnées du vecteur accélération. Le module de l'accélération, c'est la racine carrée
de ax au carré plus ay au carré, c'est-à-dire cette quantité au carré plus celle-là au carré. L'unité de l'accélération, elle est en mètres par seconde au carré. À connaître par cœur. Donc, cette expression, c'est l'expression de l'accélération dans la base cartésienne, c'est-à-dire dans le repère cartésien. On va définir maintenant le vecteur accélération dans la base de Freinet, c'est-à-dire dans la base de tout à l'heure U et M. Dans cette base, le vecteur accélération possède deux composantes et il s'écrit de la façon suivante. A égale AT fois U plus AN fois N. AT, ça s'appelle l'accélération tangentielle. Elle est confondue avec U, c'est-à-dire c'est l'accélération qui est portée par U. AN, ça s'appelle l'accélération normale. C'est une accélération qui est portée par N. Ce schéma résume la situation. La trajectoire en bleu, la base de Freinet U est N. L'accélération possède une composante qui est collinéaire, c'est-à-dire de même direction et de même sens que U. C'est l'accélération tangentielle. Et une deuxième composante, l'accélération normale, qui est confondue avec N. La somme de ces deux vecteurs en rouge, AT à N, c'est l'accélération A. L'accélération tangentielle n'est autre que la dérivée de la vitesse sur dt. Si la vitesse est une constante, cette dérivée est nulle, donc AT égale à 0. Si la vitesse est variable, cette dérivée elle est non nulle et l'accélération tangentielle est différente de 0. Donc à retenir par cœur que l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de v sur dt, c'est-à-dire la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps. AN, c'est v au carré sur r. C'est la valeur de la vitesse en ce point au carré divisé par le rayon de la courbure. R s'appelle le rayon de courbure de la trajectoire. Dans le cas circulaire qu'on aura cette année, c'est le seul cas qu'on aura ici, le rayon de courbure sera le rayon du cercle. Donc, à retenir, à tangentielle, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, la dérivée du module par rapport au temps. A normal, c'est v au carré sur r. R s'appelle en général le rayon de courbure de la trajectoire. Dans le cas particulier d'un cercle, c'est le rayon du cercle. Une fois qu'on connaît l'accélération et la vitesse et la position, la troisième question qui se pose, est-ce que ce mouvement est accéléré ou bien il est retardé? Comment savoir s'il est accéléré ou retardé? Il faut voir le signe du produit scalaire suivant. Donc le mouvement il est accéléré si ce produit scalaire est positif. Le produit scalaire du vecteur accélération par le vecteur vitesse. Si ce produit scalaire est positif, le mouvement il est accéléré. Sinon, le mouvement il est dit retardé. Ça c'est le cas accéléré et ceci c'est le cas retardé. Après avoir défini le vecteur position, le vecteur vitesse, le vecteur accélération, le mouvement est-il accéléré ou retardé? On a fait le tour de toutes les grandeurs qui sont communes à tous les mouvements, qu'ils soient rectilignes ou bien curvilignes. Dans la deuxième partie de cette leçon, on va parler d'un cas particulier de mouvement, c'est les mouvements rectilignes. Les mouvements rectilignes sont caractérisés par une seule coordonnée, c'est-à-dire on n'aura qu'une seule équation horaire, soit x de t, soit y de t. Donc le mouvement d'un point matériel ponctuel id rectiligne, s'il est décrit par une équation à une seule dimension, x égale f de t ou bien y égale g de t. Ceci veut dire que le point matériel, s'il est mobile sur l'axe des x ou bien l'axe des y, on dit que le mouvement il est rectiligne et il est caractérisé par une seule équation horaire. Il possède une seule équation horaire. Donc, le vecteur position, le vecteur vitesse, le vecteur accélération n'auront qu'une seule coordonnée. Si je suppose que le mouvement se fait sur l'axe des x,
OM s'écrira xi. La dérivée de OM s'écrira V égale x point i. X point veut dire la dérivée de x, c'est une nouvelle notation. La dérivée de la vitesse, c'est l'accélération, c'est-à-dire la dérivée de x point, c'est x secondes, x2 point fois i. Donc, si le mouvement est rectiligne, il possède une seule coordonnée en OM, la vitesse possède une seule coordonnée, c'est Vx, et l'accélération possède une seule coordonnée, c'est AX. Il y a deux types de mouvements rectilignes qu'on va voir cette année. Premièrement, le mouvement rectiligne uniforme. Un mouvement rectiligne, il est uniforme si le vecteur accélération est nul. Donc, si l'accélération égale à 0, le vecteur accélération égale à 0, le mouvement il est rectiligne uniforme. Dire que le vecteur accélération est nul veut dire que le vecteur vitesse est une constante. Car la dérivée de v c'est a, si v est constante, sa dérivée elle est nulle. Maintenant, les caractéristiques d'un mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire son accélération, sa vitesse et son équation horaire sont résumées dans ce tableau. L'accélération, elle est nulle. Donc, la primitive de l'accélération, qui est la vitesse, est une constante. Si la vitesse reste constante, il va garder sa valeur initiale, c'est V0. Puisqu'il va rester constant, il ne changera pas de valeur, il gardera la valeur initiale. Si V est une constante, sa primitive, c'est une fonction du premier degré. Si je dérive x, je dois trouver v. Si je dérive x, je trouve v0. Donc, le mouvement rectiligne uniforme est caractérisé par une équation horaire du premier degré, une vitesse constante égale à la vitesse initiale et une accélération qui est nulle. Le x0 s'appelle la valeur de x à l'instant 0, c'est-à-dire l'abscisse à l'origine des temps. Toutes les valeurs qui sont écrites dans ces équations sont des valeurs algébriques. Ça veut dire qu'elles peuvent être soit positives, soit négatives. Par exemple, si j'ai une vitesse positive, ça veut dire que le mouvement se fait dans le sens positif de l'axe choisi. Si V est négative, ça veut dire que le mouvement se fait dans le sens opposé de l'axe choisi. Donc, il ne faut pas s'étonner si on trouve des valeurs V, A, X, X0 positives ou bien négatives. Car par définition, ce sont des valeurs algébriques. Le deuxième type de mouvement, c'est le mouvement rectiligne uniformément varié. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui n'a pas de vitesse constante, qui a une vitesse variable, mais qui varie d'une façon uniforme, d'une façon régulière. Si la vitesse change d'une façon régulière, on a un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, à savoir le mouvement rectiligne d'un point ID uniformément varié, si le vecteur accélération cette fois-ci est constant. Pour le mouvement uniforme, ce vecteur accélération est nul. Pour le mouvement rectiligne uniformément varié, ce vecteur accélération est constant. Par conséquent, on aura une accélération constante. La primitive de l'accélération, c'est la vitesse. C'est une fonction du premier degré, at plus v0. Avec v0, la vitesse initiale. La primitive de v, c'est x. Donc, la primitive d'une fonction du premier degré, c'est une fonction du second degré. Avec x0, c'est l'abscisse à l'instant t égale à 0. N'oublions pas que x0, v0, a, x et v sont des valeurs algébriques. C'est-à-dire qu'elles peuvent être soit positives, soit négatives. v0 est appelé la vitesse à l'origine des dates, c'est-à-dire la vitesse initiale à l'instant t égale à 0. Les valeurs dites v, v0, a, x, x0 sont des valeurs algébriques. Donc, avec ce paragraphe, on arrive à la fin de la cinématique d'un point matériel, c'est-à-dire tout ce qui concerne le mouvement d'un point matériel, c'est-à-dire un solide dont les dimensions sont petites devant les distances parcourues. C'est ça la définition d'un point matériel.
On va attaquer dans la deuxième partie de la leçon les lois de Newton. C'est même le titre de cette leçon. Et on va commencer par des généralités que vous avez déjà vues les années précédentes. La première chose à faire, c'est de choisir un corps à étudier parmi les autres corps. Ce corps choisi pour l'étude est appelé système étudié. Lorsqu'on dit on étudie le mouvement d'une voiture, cette voiture, c'est le système étudié. Le système étudié est soumis à des forces. Ces forces sont de deux types. Des forces dites internes, et pour un solide, la somme des forces internes sont nulles, puisque le solide est indéformable. Les forces extérieures, ce sont des forces appliquées sur le système étudié par le milieu extérieur. Si la somme de ces forces extérieures est nulle, on dit qu'on a un système isolé ou bien pseudo-isolé. Donc le système est isolé ou pseudo-isolé, c'est la somme des forces appliquées sur ce système est nulle. On peut se demander quelle est la différence entre isolé et pseudo-isolé. Un système est isolé s'il n'est soumis à aucune force et par conséquent la somme est nulle. Un système est pseudo-isolé s'il est soumis à plusieurs forces, mais la somme de ces forces est nulle. Le cas qui existe réellement, c'est le cas du système pseudo-isolé. Donc pseudo-isolé veut dire que la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. La première loi de Newton, qu'on appelle aussi le principe d'inertie, que vous avez vu au tronc commun. Le principe d'inertie postule que dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie d'un système isolé, ou bien pseudo-isolé, est soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme, ou bien il est au repos. Je m'explique. Si je suis dans un référentiel galiléen, ici dans ce référentiel galiléen, j'ai un système pseudo-isolé, c'est-à-dire un système dont la somme des forces est égale à 0. Alors, ce système est dans l'un des deux cas. S'il est au repos, il va rester au repos, il ne va pas bouger. S'il est en mouvement, ce mouvement est rectiligne uniforme. Donc, d'une façon générale, dans un référentiel galiléen, on a l'équivalence suivante. Je précise bien, dans un référentiel galiléen, il y a l'équivalence suivante. Si la somme des forces est nulle, le vecteur vitesse est une constante. Si le vecteur vitesse est une constante, la somme des forces est nulle. On peut se demander qu'est-ce que c'est qu'un référentiel galiléen. Le référentiel galiléen, c'est le référentiel dans lequel se vérifie le principe d'inertie. Donc Newton a donné la première loi pour définir le référentiel galiléen. Par exemple, si je choisis un référentiel et j'observe un objet à partir de ce référentiel et je vois que la somme des forces sur cet objet est nulle, si cet objet est au repos ou bien en mouvement rectiligne uniforme, alors le référentiel que j'ai choisi est un référentiel galiléen. Donnons des exemples. Le premier exemple, c'est le référentiel héliocentrique. Ce référentiel héliocentrique, le repère qui est lié à ce référentiel, son origine, c'est le centre de masse du Soleil, pratiquement le centre du Soleil. Et ces axes sont dirigés vers trois étoiles suffisamment éloignées. Plus l'étoile est éloignée, plus elle paraît immobile. Ce référentiel héliocentrique, il est utilisé pour décrire le mouvement des planètes du système solaire. Ce référentiel héliocentrique est galiléen si cette étude ne dépasse pas quelques millions d'années. Car en quelques millions d'années, on peut négliger le mouvement du système solaire. Et comme ça, ce référentiel paraîtra immobile. Donc, le Soleil,
c'est le référentiel pris. Le repère lié au Soleil dont l'origine est O et les axes dirigés vers 3 étoiles lointaines fixes, c'est le repère héliocentrique. Le référentiel héliocentrique, on lui associe le repère héliocentrique et l'horloge qui représente le repère temps. C'est un référentiel qu'on va utiliser lors de la leçon mouvement des planètes et des satellites. Le deuxième référentiel qu'on va utiliser couramment, c'est le référentiel géocentrique. Le repère lié au référentiel géocentrique, son origine est le centre de masse de la Terre, c'est-à-dire le centre de la Terre. Et les trois axes sont pointés vers 3 étoiles suffisamment éloignées. Les axes du repère lié au référentiel géocentrique sont parallèles aux axes du repère lié au référentiel héliocentrique. Ce référentiel est utilisé pour décrire le mouvement des satellites de la Terre, que ce soit des satellites artificiels ou bien le satellite naturel, la Lune. Ce schéma résume cette situation. La Terre est prise comme référentiel, c'est le solide indéformable. Le repère géocentrique lié à la Terre, son origine est au centre de la Terre. Ces axes sont dirigés vers 3 étoiles lointaines. Ces axes sont parallèles à ceux du repère lié au référentiel héliocentrique. On utilise aussi souvent des repères terrestres. Ce sont des repères liés à la Terre, à la surface de la Terre. Ces repères sont considérés galiléens pour les mouvements qui se font sur la Terre ou bien à de faibles altitudes. J'entends par faible altitude quelques kilomètres. Le mouvement des avions, des fusées, des balles, des voitures. Après avoir donné la première loi et comme conséquence le référentiel galiléen, on passe à la deuxième loi de Newton. Il possède plusieurs appellations. La première appellation, c'est le principe fondamental de la dynamique. On l'appelle aussi théorème du centre d'inertie, ou bien couramment, au lieu de principe, relation fondamentale de la dynamique. Cette deuxième loi postule que, dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système solide est égale au produit de la masse du solide par le vecteur accélération. C'est-à-dire, mathématiquement, la somme des forces extérieures égale la masse du corps, c'est-à-dire du système étudié, fois l'accélération de son centre d'inertie. Ce deuxième principe permet de déterminer le mouvement du centre d'inertie d'un solide à partir de la connaissance des forces. Si je connais les forces qui agissent sur le solide, je peux déterminer l'accélération. Et inversement, si je connais l'accélération, je peux déterminer la somme de ces forces. C'est cette relation qui va être le centre de toutes les questions posées dans cette première leçon. C'est la deuxième loi de Newton. Enfin, on va parler de la troisième loi de Newton qui s'appelle aussi principe des actions réciproques. Vous avez déjà vu ce principe au collège. Ce principe dit que lorsqu'un solide A exerce sur un solide B une force F A sur B, en même temps, le solide B exerce sur A la force FB sur A. Telles que ces deux forces ont la même direction, des sens opposés, c'est-à-dire ils s'écrivent de la façon suivante. FA sur B égale moins FB sur A. Même direction, sens opposés et même intensité. Exemple, les forces qui s'exercent entre la Lune et la Terre. La Terre attire la Lune par une force qu'on appellera Ft sur Lune. En même temps, la Lune attire la Terre par une force F, Lune sur Terre. Ces deux forces ont la même direction, ont des sens opposés et la même intensité. C'est tout pour cette leçon, les lois de Newton. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.